Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique qui nous permet de voir ou revoir ce soir l'économiste Michel Rumi, associé de SPAC, qui était l'invité de notre émission vendredi dernier, si je ne dis pas de bêtises, pour évoquer le sujet de l'or. On parle de l'or parce que l'or a beaucoup monté depuis 18 mois maintenant. L'or et les banques centrales, l'or de la Banque de France, même plus précisément, c'était le sujet de la chronique de Michel Rumi il y a quelques jours. Presque, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au 1er janvier 2024, l'or s'est changé à peu près un peu moins de 1900 $. Et aujourd'hui, quand on voit le cours de l'once d'or, il est à 3300 à peu près, donc ça fait pratiquement un peu plus le double. Donc c'est vrai que c'est assez extraordinaire en 18 mois. Alors, première des choses, ce qu'il faut voir aussi, c'est quand on parle des performances de l'or, il faut voir, première des choses, qu'il est coté notamment à Londres, et surtout, c'est que à New York, par exemple, on fait des contrats à terme. Mais toujours, on cote le dollar versus l'once d'or. Et l'once d'or, c'est pour on va dire un peu plus technique, ça représente 31,10 grammes d'or. Donc c'est facile à retenir, bien sûr. Et donc, il y a ça. Et puis, deuxième chose également, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le lingot est la forme la plus traditionnelle d'échange et de stockage. C'est plus facile. Hein, et ça dépend. Hein. Il y a des lingotins. Oui. En fait, ça dépend du poids et puis en même temps de titre de l'or, c'est-à-dire le pourcentage d'or pur dans sa composition. Et puis, pour ceux qui sont intéressés sur l'or, il y a plusieurs thématiques possibles. Il y a soit on a vu les pièces et les lingots, leur physique, et puis les actions, les trackers, et puis éventuellement les actions collectives. Alors, est-ce que 2024 a été l'une des meilleures? Bien, on va faire une petite perspective. Et en euros, hein, je veux en euros, parce que vous dites, évidemment, c'est libéré en dollars, mais c'est vrai qu'on ce qu'on ramasse, c'est des euros, quoi. Oui, exactement. Et c'est ce qui est très important, c'est parmi l'une des meilleures, mais pas la meilleure. Ce qu'il faut voir, par exemple, donc j'ai les cours en dollars, mais en même temps, il y a quelque chose près. Alors, lorsque le dollar a été convertible en or, en fait, on était à 35 $, hein, donc en 71, le 15 août 71. Et puis, l'année la plus performante, en fait, c'est 1979, où il y a eu plus de 120% de hausse en une année. Et on voit que, surtout, en fait, vraiment son essor a pris au début des années 2000, puisque de 2000 à 2011, en fait, son prix a été multiplié par 6, puisqu'on est passé de 300 à 1800 $. Et puis, plus récemment, en fait, on a eu l'année du Covid, on était à 14%, et puis l'année dernière, 2024, était, on va dire, 35%. C'est quand même pas si mal que ça. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est un actif financier, et donc là aussi, il y a des hauts et des bas. Et l'année qui a été, on va dire, difficile a été 2013, puisque l'or a perdu près de sa moitié, puisqu'il était à 44% d'or. Mais malgré tout, dans l'imaginaire collectif, on s'aperçoit que c'est une valeur refuge. Oui, bon, je redonne. 120% de performance positive en 1979 et la pire année de l'or, c'est 2013 avec une baisse de 44%. Voilà pour cette relique barbare, cette valeur refuge. C'est quoi une valeur refuge, Michel ? Alors la définition, on va dire, conventionnelle, c'est un actif dont l'évolution du prix protège le patrimoine des investisseurs. Alors ça passe bien. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un investisseur, la première des choses, c'est qu'il ne veut pas perdre son pouvoir d'achat réel. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a la rentabilité. Mais si j'ai qu'à vous inviter à investir en Venezuela, ce que je ne ferai pas ni ailleurs, vous risquez de perdre beaucoup. Donc, première des choses, c'est un actif qui permet de conserver au moins le pouvoir d'achat, le deuxième étant éventuellement sa rentabilité. Eh bien, quand on regarde l'évolution de l'or, on voit que les performances, le pourcentage de hausse, sont supérieures de manière générale à celle de tous les actifs, notamment en période de tension économique ou de stress, exactement. Et c'est ce qui fait que c'est recherché. Alors, c'est pas la seule valeur refuge, mais surtout, et c'est ça qui est très important à bien saisir, la caractéristique d'une valeur refuge, c'est que comme c'est un actif, ça peut monter et ça peut baisser. Donc il peut y avoir une bulle sur l'or également. Exactement. Et un crash aussi, et c'est ça qui peut poser comme en 2013, par exemple. Comment vous analysez la hausse récente de l'or, les 18 derniers mois, effectivement, de folie sur l'or? Alors,
On va essayer de reprendre quelques déterminants, on va dire, simples, parce que avec l'or, il y a beaucoup de paramètres qui doivent rentrer. Première des choses, prendre en compte, première des choses, il y a le dollar. Souvent, l'or est sensible au dollar, et lorsque le dollar baisse, eh bien, l'or a tendance à monter. C'est la mécanique qui généralement prévaut pour toutes les matières premières libellées en dollars. Il y a un ajustement qui se fait à travers le prix quand le dollar baisse, la devise dans laquelle elle est libellée. Voilà, tout à fait. Et puis également aussi, on va dire que l'or est sous influence monétaire. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les taux d'intérêt réels sont des marqueurs de l'évolution du cours de l'or. Et comme l'or ne délivre aucun rendement, eh bien, toutes les performances d'autres produits qui pourraient être, je dirais, meilleurs, eh bien, et qui progressent plus que l'inflation, sont en même temps là-dessus. Et donc, la dernière, une des évolutions de la course à cette hausse, c'est que c'est l'appréciation que les investisseurs avaient sur l'évolution des taux futurs. Et donc, c'était un de ces aspects-là. Mais ce n'est pas tout, parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'il y a parce que la géopolitique aussi vient jouer un peu là-dessus, et on va dire il y a des jeux là-dessus, et beaucoup d'économies essayent de se sortir de l'emprise du dollar, ils veulent sortir une dédollarisation de leur économie. C'est le cas des pays des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud et quelques autres, et donc tout cela fait que, eh bien, ça a attendu. Et puis, dernière chose, ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsque les bombes tombent, on va dire, c'est aussi dommage que ça, eh bien, l'or reprend son rôle de valeur refuge. Bon. C'est le moment de rappeler, comme on le faisait dans l'introduction, que oui, la France détient un stock d'or important à travers la Banque de France, notamment. Tout à fait, c'est l'or des Français. Et en 2024, donc en volume, on avait à peu près 2440 tonnes d'or, ce qui fait à peu près 78 millions d'onces que l'on essaye d'avoir. Alors, qu'est-ce qu'on est? On est dans le peloton de tête, puisque c'est les États-Unis qui ont le premier rang avec plus de 8000 tonnes. Après, nous avons l'Allemagne à 3400. Ouais. Et puis, il y a aussi l'Italie qui est à peu près comme nous, qui est légèrement. On est à 2450, nous on est à 2440. Et puis, donc, on est quatrième. Mais si on prend le FMI, donc qui est à peu près 2800 tonnes, eh bien, on se situe en cinquième position. D'accord. Si on considère le FMI comme un pays, vous... Voilà, oui. D'accord, ok, oui, j'entends. Okay. Parce que bon, c'est celui qui détient. Les institutions qui détiennent ces valeurs. Et puis, en valeur, alors de manière générale, eh bien, en tendance, l'or a toujours représenté à peu près 5%, ou plus ou moins 5% du PIB français. Mais simplement avec la hausse de l'or actuellement, eh bien, ça représente à peu près 9% du PIB. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cet or, Michel, dans un pays comme le nôtre, qui voit s'accroître ses déficits et sa dette publique? Alors, on a eu le dernier pointage, je crois, de la part de Bercy de ce point de vue-là. Il n'y a aucune amélioration à l'horizon. Est-ce que ça peut aider un pays endetté? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le dernier chiffre montre qu'on a l'endettement public, c'est 114% du PIB et 3350 milliards d'euros. Donc, alors, première des choses, ce qu'il faut bien voir, c'est que, à supposer que le président de la République souhaite alléger la charge de la dette et ordonne, entre guillemets, on va dire au gouverneur de la Banque de France, parce que c'est la hiérarchie là. Ah bah oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a deux aspects à voir. D'abord, le niveau et la valeur du stock, et après l'impact sur les marchés. Mais on va supposer, première des choses, si on vendait ces 2440 tonnes au prix de marché, c'est-à-dire à 3300, eh bien ça ferait à peu près 250 milliards d'euros. Donc c'est, entre guillemets, peanuts, exactement. Ça représente à peu près 7% de la dette. Donc c'est pas suffisant. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que là, on considère qu'on arriverait à vendre en même temps, tout au même moment, au même prix. Ce qui n'est pas le cas, parce que c'est dès lors qu'un grand pays vend d'énormes quantités... Le prix baisserait. Exactement. Forcément. Et donc, des retours. Donc, il ne faut pas imaginer avoir là-dessus. Et il y a aussi une chose à savoir, c'est que la Banque de France n'est pas libre de son stock d'or. Elle en a la maîtrise, ils sont propriétaires. Mais la BCE a son mot à dire, tant sur la réserve d'or qu'en même temps sur pour la défense de l'euro et en même
temps sur les réserves de change au passage. Donc, en fait, la réserve d'or serait, on va dire, l'usage ou l'utilisation, c'est que momentané, temporaire, mais que ça n'enlève pas le problème plus profond de la gestion de la dette. Ça ne doit pas nous exonérer de faire des réformes ou un travail un peu plus structurel pour réduire et limiter cet endettement à l'avenir. Pour conclure, donc on a compris qu'on n'utiliserait pas le stock d'or qui ne rapporterait pas suffisamment, bien sûr, pour désendetter la France à des niveaux corrects. Alors du coup, à quoi sert cette réserve nationale d'or Eh bien, c'est une garantie, on va dire, de stabilité économique. C'est on va dire, un actif de dernier recours, entre guillemets, qui permettrait d'avoir une certaine crédibilité auprès on va dire, des marchés, des principaux acteurs. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que, aussi exceptionnel que ça soit, la Banque de France a enregistré une perte en 2024 à peu près de 8 milliards et résultat opérationnel de 18 milliards. Ça, c'est par le jeu des taux d'intérêt. Donc, d'une certaine manière, d'avoir un stock d'or, ça consolide le bilan de la Banque de France, et puis en même temps, ça lui permet d'être crédible dans la gestion de la politique monétaire. Donc, c'est dans cet esprit-là... C'est un gage, quoi. Exactement, un gage vis-à-vis de la communauté financière au sens large. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on pourrait dire, tiens, on va accumuler de l'or. Mais simplement, en fait, les autorités monétaires, qu'on les appelait comme ça, ne souhaitent pas ni accéder, ni augmenter, ni baisser. En France, parce que d'autres banques centrales achètent beaucoup d'or. Mais la Banque de France n'a pas de plan d'achat d'or spécifique. Exactement, et donc on essaie d'obtenir là-dessus. Michel Rumi, économiste associé de SPAC, qui vient nous voir une fois par mois dans Smart Bourse, le dernier vendredi du mois à 17h45 pour cet exercice de décryptage économique, à retrouver également en replay sur bismart.fr.